Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle session de ces lives IMT pour l'industrie du futur. Alors, je me présente, je suis Martine Assar, je suis responsable de l'Observatoire des métiers et des compétences à la Direction générale de l'Institut Mines Télécom. Et avec un groupe d'étudiants, de plusieurs de nos campus, nous pilotons donc ces émissions pour mieux faire connaître l'industrie à tous nos jeunes diplômés, de manière à ce que on puisse leur faire découvrir tous les grandes thématiques de l'industrie, de manière à ce qu'ils puissent aussi s'y intéresser et pourquoi pas envisager des trajectoires professionnelles pour leur post-diplomation. Voilà, et les sujets en général que nous traitons sont des sujets aussi bien technologiques que managériaux ou organisationnels. Alors ce soir, nos étudiants ont donc choisi de s'intéresser à la supply chain, particulièrement à la problématique de la résilience des chaînes d'approvisionnement face aux disruptions, en tout cas à tous les événements qui viennent perturber sa continuité. Donc simplement pour identifier avec nos différents invités quelles sont les stratégies que les entreprises mettent en place pour sécuriser justement ces chaînes d'approvisionnement et de manière générale leur supply chain. Alors, c'est ce que nos différents invités donc, chercheront à nous faire comprendre ce soir avec leurs témoignages. Mais avant tout, ce soir avec moi, je vais vous présenter déjà nos étudiants et nos étudiantes parce que je suis ravie, très contente d'avoir de nouvelles recrues pour ce groupe, Osons l'industrie des étudiants qui m'accompagnent pour ces lives. Donc, en l'occurrence, nous accueillons Clémence et Audrey, donc deux filles dans l'industrie de plus. C'est toujours voilà, quelque chose qui est important pour nous. Donc, donc, tous les trois, je vous laisse chacun vous présenter. Donc, Clément, je t'ai tout de suite à l'écran en premier. Donc, on commence par toi. Très bien. Bonsoir, donc effectivement, je m'appelle Clémence Riant, je suis étudiante à IMT Atlantique, donc en troisième année, donc équivalent Master 2. Donc je serai diplômée à la fin de l'année scolaire en cours et je suis également ambassadrice pour l'Institut Mines Télécom, donc c'est-à-dire que je fais partie d'un programme pour faire connaître les formations et métiers d'ingénieur aux jeunes collégiennes et lycéennes. Merci Clémence. On passe à Audrey. Bonjour à tous, donc je suis Audrey Lechat, je suis aussi en troisième année à l'école des mines de Saint-Étienne. Donc comme Clémence, je vais être diplômée à la fin de l'année. Et comme Clémence, je suis aussi membre du programme ambassadrice. Merci Audrey. Et enfin Elias. Bonsoir à tous, moi c'est Elias Weber, étudiant en troisième année à Télécom Paris et en alternance chez ProvenRun. Merci Elias. Alors, c'est à présent le temps de présenter nos différents invités. Donc, d'abord à l'écran, Raphaël Auger, qui est donc enseignant-chercheur au Centre Génie industriel AIMT Minalbi. Chacun de vous, de toute façon, pourra se présenter un petit peu plus largement après. Nous avons également avec nous Oussama Benamar, qui est maître assistant à IMT Minales. Nous avons Cynthia Cavigno qui est responsable des achats chez Redex Group et Nicolas Varillas qui est manager Festo Didactic Training and Consulting chez Festo. Voilà. Donc, comme nous avons l'habitude de faire dans ces lives, eh bien, nous allons démarrer par, on va dire, une petite capsule d'introduction qui ce soir sera assurée par Elias et Raphaël Auger, à qui je donne tout de suite la parole. C'est à vous deux. Bonsoir Raphaël. Alors Bonsoir. pour ouvrir cette capsule introductive, est-ce que vous pourriez vous présenter brièvement, présenter aussi votre parcours de formation, l'école que vous avez suivie et votre domaine de recherche? Ok, oui, je peux faire ça. Donc, pour mon parcours, alors j'ai fait un parcours, j'ai fait une classe prépa, puis une formation d'ingénieur à IMT Minalbi, donc où je suis actuellement. Grosso modo, la formation, je l'ai un peu double spécialisée sur tout ce qui est génie des systèmes d'information, génie industriel.
avec 3 stages en performance industrielle sur des sites de production type Bull, Danone et chez Bull, Danone et Safran. Et j'ai fait l'option en système d'information. Ensuite, je Très suis bien. parti dans le privé faire administrateur de base de données chez AXA. Et finalement, je suis revenu faire une thèse à IMT Minalbi en co-direction avec Georgia Tech aux États-Unis. Et maintenant, je suis enseignant-chercheur à IMT Minalbi. Et tu m'as demandé sur mes thématiques de recherche et d'enseignement. Donc, côté enseignement, je suis responsable du cours de gestion de production et du cours d'ingénierie sur les chaînes logistiques, qui d'ailleurs on appelle aussi chaîne d'approvisionnement. Il faudra sûrement le temps de revenir dessus. Et j'interviens dans des cours type conception de systèmes d'information. Côté recherche, si je devais synthétiser en une phrase, je dirais que je bosse sur la conception de systèmes d'aide à la décision pour la planification de systèmes de production et de chaînes d'approvisionnement en environnement incertain. Voilà en gros pour faire le tour. Très bien, merci. Et donc justement, pour revenir sur les chaînes d'approvisionnement, est-ce que vous pourriez nous définir, je pense, qu'est-ce que c'est que la supply chain et pourquoi c'est une fonction clé de l'industrie? Alors, la supply chain, je vais peut-être partir sur un exemple pour toutes les personnes qui peuvent nous écouter, notamment les étudiants s'ils ne connaissent pas forcément ce que c'est qu'une supply chain. En gros, imaginez, vous voulez acheter un vélo dans un magasin ou n'importe quel autre objet. Vous allez dans votre magasin de sport préféré et acheter votre vélo, par exemple. Et souvent, il va être disponible, vous allez pouvoir repartir avec et vous serez très content. Mais potentiellement, pour que le vélo soit disponible, il a fallu qu'il soit amené, donc transporté par camion, par bateau, etc. Il a fallu qu'il soit assemblé, donc par exemple qu'on assemble le cadre avec les roues, avec la selle, avec tous les autres composants, et que tous ces composants-là, ils soient fabriqués, que ce soit en interne au sein d'une usine, depuis laquelle elle vient, ou par des fournisseurs, et souvent c'est du et où il y a souvent plusieurs fabricants. Et de la même manière, les composants ont dû avoir des composants, etc. Et en fait, on remonte comme ça la chaîne d'approvisionnement jusqu'aux matières premières. Donc en gros, c'est là la structure d'une chaîne d'approvisionnement. Et du coup, les matières premières, par exemple, ça va être tout ce qui va être les métaux, le pétrole, etc., qui sont ensuite transformés pour arriver dans votre magasin en tant que vélo. Et tout cet enchaînement d'activités, il est rendu possible, il a rendu possible la disponibilité de votre produit en magasin. Et c'est ça qu'on appelle la chaîne. Mais il va falloir gérer tout ça. Et donc, le domaine qu'on va appeler pour pouvoir faire la gestion de cette chaîne d'approvisionnement, c'est justement le domaine du souvent supply chain management ou gestion des chaînes d'approvisionnement. Et parfois, on va intervertir chaîne d'approvisionnement, chaîne logistique. Il y a les deux termes qui sont utilisés généralement pour signifier la même chose. Donc voilà, en gros, j'ai à peu près fait le tour. En gros, tout produit que vous avez entre les mains a nécessité d'une manière ou d'une autre la mise en place d'une chaîne d'approvisionnement. D'accord, merci beaucoup. Et donc maintenant, si on devrait étudier l'aspect résilience de la supply chain, pourquoi parle-t-on de résilience et, euh, et avec quel impact on peut avoir l'incertitude Euh, donc résilience. Alors résilience, c'est un terme très à la mode. Et alors, tu as commencé par parler de résilience et tu as ensuite parlé d'incertitude. Je vais faire l'inverse. Je vais commencer, je pense, avec les incertitudes. Parce que, notamment, on parlait du vélo tout à l'heure. J'ai donné l'exemple d'un vélo disponible en magasin. Mais potentiellement, votre vélo, il n'est pas disponible. Vous arrivez en magasin, vous l'achetez, finalement, il n'est pas là. Donc, vous repartez ou vous le commandez pour plus tard. Et grosso modo, on pourrait dire qu'il y a à peu près deux cas de figure. Soit c'est l'entreprise qui n'avait pas bien anticipé la demande client et donc ils n'avaient pas prévu d'avoir suffisamment de vélos dans leur stock. Soit ils avaient prévu de l'avoir, mais quelque chose s'est pas passé correctement et donc le vélo il n'est pas arrivé à temps en magasin. Juste avant, on a parlé de la complexité de la chaîne parce qu'il y a énormément d'acteurs dans la chaîne. Donc, par exemple, ça veut dire que si jamais il y a un volume de demande imprévu, il y a un maillon de la chaîne qui est défaillant, par exemple, alors il y a un fort risque pour que tout le reste de la chaîne soit impacté. Si je donne des exemples, on peut donner des exemples très récents et je pense que ça va parler à pas mal de monde. Le classique, l'exemple de la crise Covid, d'énormes variations de demande sur beaucoup de produits différents, forte augmentation, le classique qui fait souvent sourire, forte augmentation de la demande de papier toilette pour les particuliers. Par contre, et donc on a tous constaté, ça en a beaucoup parlé, des stocks, il y a eu des ruptures parce que les stocks étaient plus là et plus disponibles. Par contre, ce qu'on entend moins parler, c'est qu'il y a eu une forte baisse de celui pour les espaces publics, parce que c'est pas les mêmes rouleaux. Et du coup, on s'est retrouvé avec des surstocks dans les espaces publics,
de papier pour les espaces publics. Et donc tout ça, bah, ça n'a pas été suffisamment bien anticipé parce que très compliqué à anticiper. Donc c'est un exemple d'incertitude. Il y a eu la même chose avec la demande de gel hydroalcoolique, beaucoup de ruptures au début, puis on en a fait beaucoup, puis beaucoup de stock à la fin parce que la demande a baissé, médicaments, vaccins, donc voilà. Ça, c'est la partie demande. Après, il y a des perturbations, des fermetures d'usines, des fermetures de frontières, des congés maladie, etc., qui ont eu pendant le Covid, qui ont fait qu'en fait, il y a eu énormément de choses qui n'étaient plus stables, que ce soit dans la demande ou dans les systèmes de production et les systèmes de transport. Si je devais donner deuxième exemple encore plus récent, la guerre en Ukraine, difficulté d'approvisionnement de blé, du fait de la difficulté de transformer le blé qui est présent et produit sur place vers le reste du monde. Un exemple aussi, un exemple typique. Du coup, ça, en gros, donc je disais, voilà, je commençais par les incertitudes. J'ai parlé un peu des incertitudes, de leurs impacts. Maintenant, on peut venir sur la première partie de ta question, sur la résilience. Euh, je dirais que sur la résilience, il existe plein de façons de définir la résilience. Donc, évidemment, il y a plein de débats et c'est un domaine en plein essor. Mais il existe aussi d'autres termes. Vous allez peut-être entendre de la robustesse, de l'agilité, de la flexibilité, de la viabilité. Enfin, il y a plein de différents termes. Mais globalement, je dirais que l'idée qu'il y a derrière tout ça, c'est de caractériser la capacité d'une chaîne d'approvisionnement à, d'une part, faire face aux incertitudes, aux perturbations dont on vient de parler et d'autre part aussi, et on entend un petit peu moins ça, c'est de saisir des opportunités. Potentiellement, du coup, la capacité de saisir une opportunité qui est arrivée du fait d'un événement ou du fait de quelque chose qui a changé, une loi ou autre. Et le tout en maintenant le mieux possible les niveaux de performance dans le temps. Par exemple, le taux de service, les coûts, la qualité, les délais, etc., en fonction de ce qui nous intéresse le plus. Dans l'entreprise, en général, on va faire une combinaison de différents indicateurs. Euh, et donc, du coup, si je devais donner une sorte de définition à la résilience, je mettrais deux composantes. D'une part, je parlerai de robustesse, que j'ai mentionné juste avant, c'est-à-dire la capacité à absorber un choc sans avoir à rien changer dans la configuration. On fonctionne pareil, mais on va être capable d'absorber un changement, un choc sur la chaîne. Ça se fait par exemple en ayant de la marge sur les capacités de production, de transport, de stockage, etc. Ce qui d'ailleurs va parfois à l'encontre des principes du lean management. Pour ceux qui connaissent le lean management, on va essayer de minimiser tout ça pour minimiser les coûts. Et ça peut se faire en ayant de la redondance de fournisseurs, de sous-traitants, de transporteurs, de machines, etc. Ça se fait aussi avec de la visibilité d'ailleurs, sur la chaîne, avec de la collaboration, communication avec les différents acteurs, entre les différents acteurs de la chaîne. Donc ça, c'est la première composante. Et la deuxième composante que j'aurais tendance à mettre, c'est l'agilité, c'est-à-dire la capacité de rapidement s'adapter lorsqu'un événement survient et donc d'adapter la configuration. Là, on change notre fonctionnement pour le coup. Et donc, on va mettre en place pour ça, bah, par exemple, des fournisseurs de backup qu'on n'utilise pas habituellement, mais au cas où il se passe quelque chose, on les a et on va pouvoir les mettre en place. Et ça va nous permettre de réagir rapidement. Donc, voilà, grosso modo. Et j'ai pas donné d'exemple, mais en termes d'exemple, si on revient sur les exemples d'avant, on parlait du Covid, de la forte augmentation de demande en gel hydroalcoolique, bah, il y a des entreprises qui n'en fabriquaient pas habituellement, qui se sont adaptées pour pouvoir en produire. Voilà, c'était une demande nationale de pouvoir en produire plus. Il y a eu des entreprises cosmétiques, pharmaceutiques. Donc là, on se dit que c'est un peu classique, mais il y a aussi des viticulteurs qui en fait ont distillé du vin qui était invendu pour pouvoir faire du gel hydroalcoolique. On en a pas mal entendu parler parce qu'il y avait des gels qui sentaient le raisin. Et plus récemment, là, avec la guerre en Ukraine, blocus russe, on se dit mince, on a du blé, on peut plus passer par la mer Noire, comment on fait? Bah hop, on a essayé de s'adapter, donc on a changé notre fonctionnement et on passe par la route, on passe par les rivières. En gros, on change et on adapte la structure de notre chaîne par rapport aux nouvelles contraintes qui sont arrivées. Voilà, en gros, je pense que j'ai à peu près fait le tour de la thématique, mais voilà ma vision de ce que c'est que la résilience et de pourquoi est-ce que on en a besoin. D'accord. Et vous avez un peu anticipé ma prochaine question qui était justement enfin, à propos des incertitudes, comment est-ce on peut s'en prémunir et s'y préparer? Et donc, justement. Ok. Alors c'est vrai que j'ai donné quelques premiers éléments, mais alors déjà ça, le sujet de s'en prévenir. Alors la résilience, c'est un sujet qui existe depuis longtemps et qu'on entend par contre de plus en plus. Mais par contre, tout ce qui est solution pour s'y préparer, c'est vraiment en plein essor, c'est en constante évolution en ce moment et il y a de nombreux projets de R&D, de recherche et développement dessus, à la fois côté industriel et côté académique. Et
Je dirais, on va le présenter en deux éléments, un élément plutôt processus-activité, un élément méthode et outils. Je dirais qu'en termes de processus, bah déjà, il faut définir les objectifs de performance, de résilience et qu'est-ce qu'on veut, contre quoi on veut se protéger en premier lieu, avant d'essayer de faire le diagnostic, et du coup, gérer l'étape suivante. On va ensuite diagnostiquer notre état, diagnostiquer notre chaîne ou notre système de production, notre système de transport en fonction du périmètre auquel on s'intéresse. Et on va se faire ce diagnostic sur la base des objectifs qu'on veut se fixer. Ensuite, quand on a fait notre diagnostic, bah, potentiellement, on va identifier des faiblesses et on va chercher à identifier et évaluer des alternatives décisionnelles, des alternatives de configuration de notre chaîne d'approvisionnement, et donc, c'est-à-dire en fait de fonctionnement de notre chaîne d'approvisionnement. Et si on a été capable d'arriver là, d'identifier et d'évaluer des alternatives, bah, on va pouvoir les mettre en place derrière, et ensuite bah, les monitorer pour voir si elles ont l'efficacité, l'efficience qu'on avait imaginé au moment du diagnostic, de l'évaluation. Donc voilà en termes de process. Alors peut-être que j'oublie des étapes, on pourrait rajouter des éléments, mais dans les grandes lignes, je pense que c'est à peu près les activités principales. Et en termes de méthodes et d'outils, alors je dirais, les méthodes classiques qui existent depuis très longtemps, qui sont tout ce qui est bah, matrice, analyse qualitative, c'est-à-dire matrice de risque, probabilité, impact. On peut faire des analyses de risque dessus. Euh, et il y a des outils plus technologiques. Pour le diagnostic, par exemple, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais il y a des logiciels qu'on appelle logiciels de simulation pour faire des modèles numériques, voire des jumeaux numériques, et donc faire des diagnostics sur, sur les chaînes d'approvisionnement et donc potentiellement des diagnostics de résilience. Il existe des logiciels d'optimisation, on va faire des modèles d'optimisation pour essayer d'optimiser certains paramètres et potentiellement minimiser l'impact que certaines décisions, certains événements pourraient avoir sur la performance de notre chaîne, des systèmes d'analyse de scénarios, et beaucoup de plus en plus, je dirais, des couplages en fait de toutes ces méthodos qui peuvent exister. Et il y a probablement d'autres que je mentionne pas là. Et ça, c'est plus pour le diagnostic d'ailleurs, ce que je viens de mentionner, même si on peut le retrouver au niveau opérationnel. Mais après, au niveau opérationnel, à un moment donné, j'ai parlé de communication, de visibilité qui était hyper importante. Et là, on va pouvoir retrouver des logiciels de collaboration, de communication, de prévision, etc. Et donc voilà. Et j'aurais tendance à dire que si je devais finir sur quelque chose, c'est par rapport à ça, je parais que c'est un domaine en plein essor. Et il y a de nombreux projets de recherche qui sont menés dessus, et notamment au Centre général industriel dans lequel je travaille, à IMT Minalbi. On travaille beaucoup sur tout ce qui est nouvelles méthodes, nouveaux outils pour répondre justement à ces besoins-là, à la fois pour des entreprises, mais aussi pour des organisations, des collectivités. Et d'ailleurs, chaque année, là je m'adresse potentiellement aux étudiants, on recrute de nouveaux doctorants, de nouveaux ingénieurs de recherche pour travailler sur ces sujets-là. Il y a de plus en plus d'entreprises qui sont intéressées d'ailleurs à se joindre à nous pour travailler sur ces sujets. Voilà, je pense, en gros, j'ai fait à peu près le tour du sujet. D'accord, merci beaucoup Raphaël pour ces pistes de réflexion. Et ben, ça conclut donc la capsule introductive. Et je vais laisser la parole à Audrey pour lancer les échanges avec les intervenants. Avec plaisir. Ok, merci Elias. Moi, je vais continuer en interrogeant Oussama. Donc, Oussama, si vous voulez bien, pour commencer, vous présenter un petit peu votre parcours de formation, votre école, les mines d'Alès, et votre domaine de recherche. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Oussama Benama, je suis de l'IMT Minales. J'ai fait mes études universitaires à l'Université de Toulouse, Jean Jaurès. Dans une formation, c'était autour de l'informatique, les stats et les maths appliquées à la gestion de production. Puis un projet de fin d'études au LAS CNRS à Toulouse. Après une thèse en gestion des approvisionnements sous incertitude à Mines Saint-Étienne. Après, je suis reparti à Toulouse en tant qu'ATER, attaché temporaire d'enseignement et de recherche. Après 3 ans à l'IMT Atlantique, j'ai travaillé toujours sur les problèmes d'approvisionnement sous incertitude pour les systèmes d'assemblage ou de désassemblage. Puis 2 ans d'enseignant-chercheur à Mines Saint-Étienne sur le campus de Gardanne pour travailler essentiellement sur les approvisionnements et les problèmes de choix de fournisseurs.
Depuis 2021, je suis enseignant-chercheur à l'IMT Minales, dans la région Occitanie, et je travaille principalement sur l'ergonomie sur les postes de travail, ou comment configurer ou concevoir le poste de travail afin de garantir un bien-être pour l'opérateur et augmenter la productivité dans un contexte de industrie 5.0. Ça, c'est pour mon parcours. Donc, sur tout ce qui est problème d'approvisionnement, j'ai travaillé plutôt sur des problématiques où on a plusieurs produits à assembler. Chaque composant, il a des délais d'approvisionnement. La question qui se pose, quand est-ce que je commande, quelle quantité et chez quel fournisseur? Merci bien. On dit souvent que la notion de délai incertain est un facteur clé dans les chaînes d'approvisionnement. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer cette notion de délai incertain, s'il vous plaît? Ok, est-ce que je peux partager mon écran? J'ai préparé deux ou trois slides. Oui, bien sûr. Sans problème. Alors, Ah, ouais, ouais. c'est où que je peux partager? Au Partager bas de l'écran. l'écran, il y a partager l'écran, Ok. icône en Euh, vert. Voilà. alors, c'est cet écran. Partager. Alors, c'est lequel? Euh, vous voyez mon écran? Ouais. Alors, ici, c'est une figure qui vient d'un article scientifique qui est tout en bas, et on voit très bien les délais de livraison entre Shanghai et Osaka en semaine. On voit très bien que ça varie entre 2 et 7 semaines. Revenons à l'exemple introduit par Raphaël, le vélo. Vous préférez le commander en ligne aux États-Unis, ou sinon le commander en Chine et vous habitez à Houston. Vous avez un délai qui varie entre 2 et 7 semaines. Si vous le recevez avant, vous allez payer un coût de stockage. Et si vous le recevez après la date souhaitée, imaginons 23 décembre, vous avez un risque soit ce qu'on appelle des coûts de stockage, soit du retard et une certaine pénalité. Donc la question qui se pose, quand est-ce que vous allez commander le vélo? Quelque chose de plus simple, quand vous commandez en ligne, à part le prix, on regarde tous les délais de livraison. En fonction de nos besoins, on regarde quand est-ce que je le commande et quand est-ce qu'à peu près je vais le recevoir. Si ça va me mettre un délai très long, ben, je vais regarder un autre fournisseur qui est plus rapide, peut-être c'est plus cher. Donc chacun, l'être humain, il va essayer de trouver un bon compromis entre les délais, la qualité, le prix. Est-ce que cette notion elle est claire ou pas de délai de livraison? Je pense, oui. Ok, et je vais prendre un exemple plus complexe, comme à peu près le vélo commandé en ligne. Mais ici, je prends le cas d'une pièce, boîte de vitesse chez ZF qui est composée de plusieurs composants. On prend une voiture par exemple, elle est composée à peu près en moyenne de 30 000 composants. Et chaque composant, il est fabriqué chez un sous-traitant. Et on voit bien sur la figure, chaque produit, il a un délai de livraison ou d'approvisionnement. Ce délai peut être incertain, donc la question qui se pose, quand est-ce que je commande chaque composant, avec quelle quantité, chez quel fournisseur, à quel prix, pour pouvoir assembler mes véhicules au bon moment, pour pouvoir les livrer à temps. En ce moment, en France, en 2023, pour commander une 208, on a à peu près 2 mois d'attente. Parce que la production et les délais de livraison, avec les perturbations liées
à la guerre en Ukraine, le Covid, les pénuries pour tout ce qui est semi-conducteurs, les pièces, etc. Donc, ils ont engendré des retards chez presque tous les fournisseurs et du coup retardé les processus d'assemblage. Si je reviens à la notion de délai de livraison, si je reviens sur mon exemple, si je suis optimiste, je dis, OK, j'ai une petite probabilité de recevoir le vélo après 2 semaines, ben, je vais commander à la semaine 8. Si j'ai besoin de ce vélo la semaine 10, quand même, on a une très, très petite chance de le recevoir au bout de 2 semaines. Est-ce que vous allez commander à la semaine 8 ou pas? C'est la question qui se pose. Si vous avez des contraintes liées au stockage de vélo, c'est un cadeau, vous ne voulez pas le stocker chez vous, puisque c'est un cadeau, vous allez le stocker ailleurs, vous allez payer une somme d'argent. Ou vous allez, si je le commande à la semaine 8, je vais avoir des retards. Si je le commande très tôt, un délai de 7 semaines, mais dans ce cas-là, je vais avoir un coût lié au stockage. Donc la question qui se pose, comment je peux trouver un bon compromis entre les deux? Rupture, stockage. Ici, je donne juste un exemple avec un seul produit, le vélo. Mais imaginons, je suis une entreprise, j'ai des dizaines de milliers de références, énormément de fournisseurs qui sont en concurrence, et chacun, il me propose un délai de livraison, un prix de vente et une certaine qualité. Comment je vais faire? C'est ce qu'on essaie d'étudier, c'est de regarder comment je vais négocier avec mes fournisseurs. Si j'ai un fournisseur qui est juste à côté, je suis à Alès. Imaginons, on a un fournisseur qui est juste à côté, à Montpellier. Il a un délai de livraison très court, mais par contre, il est beaucoup plus cher qu'un autre fournisseur qui est à l'étranger, mais moins cher. Donc, qu'est-ce qu'on regarde? Ben, je vais essayer de négocier avec le fournisseur qui est juste à côté, voir avec lui. C'est vrai qu'il ne peut pas faire des efforts sur ses délais de livraison puisqu'il est très rapide. Ben, je vais essayer de négocier avec lui son prix de vente ou d'autres indicateurs. Par contre, celui qui est à l'étranger, il est moins cher, donc je peux lui demander de travailler sur ses délais de livraison, voire imposer des pénalités de retard. Comme ça, je le pousse à améliorer ses délais de livraison. Donc, grosso modo, on peut négocier avec les fournisseurs afin de garantir une livraison rapide de nos composants. Euh, Demander qu'on nous paye une pénalité s'ils sont en retard, c'est ce qui se fait maintenant dans pas mal d'entreprises. On exige un délai de livraison bien défini, sinon on risque une pénalité et payer cher ces retards. C'est pour ça que les entreprises travaillent beaucoup sur l'amélioration des délais de fabrication, les délais d'approvisionnement en composants, en matières premières, etc. D'accord, merci. Alors, vous avez un peu anticipé ma prochaine question. C'était donc comment mieux gérer les incertitudes que vous nous avez présentées et si vous aviez quelques exemples simples pour illustrer cela. Alors, je parle de la littérature scientifique. On fait de la recherche scientifique. Je prends le problème d'approvisionnement en vélo. J'ai juste un seul vélo et je regarde, je crée un modèle mathématique, je veux faire de la simulation et je regarde en fait comment je vais anticiper les retards et les retards ou le fait de recevoir le produit à l'avance. Je cherche la meilleure solution, le bon compromis entre les deux. Dans la littérature scientifique, on peut voir qu'en général, ce qu'on dit, c'est que quand on a des incertitudes liées au délai, on va instaurer ce qu'on appelle un délai de sécurité. On va essayer de commander le plus tôt possible. Par contre, si on a des incertitudes liées à la quantité, à la demande, on ne connaît pas, je suis une entreprise, je ne connais pas, j'ai pas une demande certaine à l'horizon. Mais dans ce cas-là, je vais instaurer ce que j'appelle
un stock de sécurité. Le jour où j'ai plus de commandes, j'ai ce stock-là que je vais utiliser. En ce moment, on a plusieurs types d'incertitudes. Les délais et la demande. De plus en plus de concurrence entre les fournisseurs, entre les entreprises. En général, on essaye de jouer à la fois sur les délais, sur les stocks de sécurité. Maintenant, on commence même à parler de stocks stratégiques afin de se protéger contre tout type d'incertitudes qui peuvent perturber soit les chaînes d'approvisionnement, soit les process de production, etc. Euh, une autre solution, c'est de créer aussi des relations stratégiques avec les fournisseurs. Au moment de crise, certains fournisseurs peuvent être fidèles à certaines entreprises. Ils vont privilégier certaines entreprises pour les livrer très rapidement plutôt que d'autres entreprises. Donc, il y a plusieurs leviers qu'on peut utiliser pour minimiser les effets de l'incertitude. Merci beaucoup pour votre réponse. Je vais maintenant passer la parole à Clémence et Nicolas. Merci Audrey. Bonsoir Nicolas. Bien, pour commencer, je vous propose de vous présenter votre parcours de formation, votre entreprise et votre domaine d'activité. Bonsoir Clémence, merci pour ces questions. On va partager un petit peu ensemble. Alors, ma formation, moi j'ai fait quelque chose un peu différent. Je n'étais pas à l'IMT, je suis passé par l'INSA de Lyon. En fait, plutôt un parcours technique, puisque c'était à l'époque des, des terminales qui étaient déjà techniques. Donc j'ai mis les mains dans le cambouis assez rapidement. Je passais par un DUT, après l'école d'ingénieur. Et j'ai fait une formation complémentaire, un MBA à l'IAE. Et, et aujourd'hui, j'ai évolué dans différents parcours. Je ne suis pas l'homme d'un métier en particulier. Euh, c- Ça a été à travers ce parcours-là un développement de compétences assez transversales. Et finalement, ça s'est cristallisé, concrétisé autour de cette notion de supply chain management, qui aujourd'hui est, je pense, un peu mieux reconnue, un peu mieux formalisée. L'entreprise dans laquelle je travaille aujourd'hui, c'est l'entreprise Festo. C'est une entreprise industrielle allemande, familiale, depuis 1925. On a un site en France à côté sur Brie-sur-Marne, voilà, on va dire, donc à côté de Paris, pas très loin. C'est un site commercial. Donc aujourd'hui, ce que je côtoie, c'est plutôt une activité commerciale qui vise à vendre des composants pour l'automatisation industrielle. Moi, j'ai une responsabilité qui est un peu distincte. On est dans la branche didactique et je suis le responsable de la partie formation et conseil. Et donc, depuis mon expérience, on a développé une activité de formation en supply chain management, voilà, donc gravi les différents échelons. Ce qui fait que l'expérience de la supply chain, je l'ai vécue. Aujourd'hui, je partage mes connaissances plus régulièrement. Là, je sors d'une formation pour une société française qui vise à acquérir des fondamentaux et développer en fait un effet de masse autour de cette notion de supply chain management. Et je la vis aussi toujours de manière assez concrète. Je pense qu'on va aborder ce sujet-là à travers le fait que l'industrie se transforme, la transformation numérique, et à travers les composants que fournit Festo et à travers mes activités à animer des séminaires et ce genre de choses, je suis toujours très curieux de voir comment peuvent être exploitées les technologies dans le monde industriel et je me projette un petit peu dans ce que ça peut donner sur la supply chain. Voilà, Clémence. C'est clair? C'est très clair, Ok. merci. Et puis ça me fait une très bonne transition pour ma question suivante, puisque vous me parlez de numérique, et quand on parle Ouais. de numérique, souvent on parle de données. Oui. Et depuis le début de ce live, on a beaucoup évoqué l'incertitude. Et justement, dans les outils, pour favoriser l'adaptation des entreprises à ce facteur d'incertitude, quel est le rôle des données? Des outils, le rôle des données. Alors déjà, Mhm. les données, moi je vais faire un focus beaucoup plus sur les données du manufacturing.
Euh, je vais exclure un petit peu, parce que ce n'est pas mon domaine de compétences, premièrement, celui des systèmes d'information euh, que l'on pourrait ouais, mettre autour de l'ERP, les Warehouse Management Systems, APS, etc., MES. Je vais redémarrer plutôt par ce qui me, me connecte plus directement avec l'industrie aujourd'hui, c'est des données qui commencent à être émises en très très grand nombre au niveau du manufacturing, au niveau de l'outil en lui-même. Alors ça va pas tout à fait directement permettre d'amener de la résilience euh, et sécuriser dans la grande vue, dans une vue large, les approvisionnements, mais quand même, ce qu'il faut comprendre, et je ne sais pas si le nombre de jeunes et de personnes qui sont autour de la table aujourd'hui s'en rendent compte, c'est que on a des capacités techniques qui sont déjà connues et maîtrisées depuis un certain nombre de temps, mais pour arriver à ce partage des données, est-ce que ça s'implémente de manière robuste dans l'industrie? Il a fallu parcourir un certain nombre d'étapes, et notamment euh, de la standardisation au niveau des formats et des protocoles d'échange des données. Dans ma société, j'ai vécu ces 4, 5 dernières années où des produits donc, vu cette transformation, ont subi cette transformation numérique et se sont vus rajouter des couches donc, de communication et d'intelligence pour commencer à être des composants intelligents et émettre des données, transmettre des données qui sont plus ou moins mâchées, digérées d'ores et déjà, parce qu'il y a déjà de l'intelligence locale. Et donc ça, c'est récent. Et Festo n'est pas à la traîne là-dedans. Donc ça veut dire que ce que j'ai vu, c'est aussi ce qui arrive dans l'industrie. Et en fait, il y a un certain foisonnement. Donc, ces données, elles vont jalonner l'ensemble du process de fabrication, l'ensemble de la chaîne de valeur. Alors oui, on va pouvoir localement s'arrêter et faire de la modélisation et déjà fiabiliser les outils avec de l'intelligence artificielle, de la maintenance prédictive, par exemple. Donc, ça, c'est une chose. Mais là où ça va commencer à être intéressant, c'est elles vont être traitées, analysées et disséquées, en tout cas transmises sur les strates supérieures pour à travers, on donne souvent le Manufacturing Execution System, donc là pour le coup c'est un logiciel, une solution applicative, qui a passé à travers lui et commencé à se remonter encore une couche plus haut vers l'information technology, donc le système d'information de l'entreprise. Et là, on est à une charnière, c'est-à-dire qu'on est avec un certain nombre d'informations qui caractérisent, qui permettent d'établir des tableaux de bord et dans certains cas aussi, si on monte des modèles, à anticiper des phénomènes à différentes parties de la chaîne de valeur. Donc, si on prend une entité fabricante, eh bien, elle va pouvoir émettre des données qui sont utiles pour ses propres usages, mais aussi un certain nombre de jalons vont être utiles à être transmis à ses clients ou à ses fournisseurs pour déclencher en plus juste à temps des besoins. On avait déjà, si on prend par rapport à un fournisseur, on peut comprendre ce que c'est que la gestion partagée des approvisionnements ou le un vendor managed inventory. Ce sont des principes qui sont connus, mais là, quand on a, dans le fond, on a besoin que le client ouvre son, son carnet, ouvre ses comptes, si je puis dire, ou en tout cas ses calculs des besoins à son fournisseur. Et là, on peut avoir des informations qui vont remonter. Et l'information apporte de la visibilité. L'information va éviter l'incertitude. Et quand l'information va permettre de détecter des variations, on va pouvoir on l'espère, en tout cas anticiper. Et tout ça, ça passe donc par une remontée plus conséquente d'informations du terrain. On va appeler ça l'OT, l'Organization Technology, donc la partie en dessous du MES pour faire simple. À travers un filtrage au niveau du MES, remonter à travers, on va faire simple aussi, le RP et l'Internet et être mise à disposition des clients et des fournisseurs. Donc là, c'est pas encore demain tout ça, premièrement, parce que toutes les entreprises et les petites structures ne sont pas câblées comme ça. Et puis, eh bien, ça va nous ouvrir à une problématique différente. C'est que ces données-là, elles sont quand même propriétaires de l'entité et il y a des problématiques de sécurité. En même temps, ces données-là,
si elle apporte de la résilience et de la robustesse à cette supply chain, elles sont des éléments différenciants et concurrentiels par rapport à d'autres supply chains, parce qu'on est quand même beaucoup plus en concurrence de supply chain à supply chain que de société à société. Et donc, il va y avoir un intérêt à ce que des filières s'organisent pour sécuriser ça. euh, et et c'est tout l'enjeu, c'est que les données ne sont pas réellement un outil, c'est pour moi plus une nouvelle matière première, comme, comme toutes les matières premières qui sont à transformer au sein de la supply chain, celles qui sont en fait dédiées au produit final du client, mais les données vont être aussi une nouvelle matière première pour en particulier les supply chain managers et toute cette fonction-là, parce qu'on est un peu, enfin le supply chain manager est un peu au carrefour décisionnel de pas mal de choses, il va s'y retrouver naturellement, encore plus, hein, à partir du moment où ça s'interconnecte. Et là, il va falloir formater tout ça, organiser tout ça, un petit peu comme avant, enfin avant, comme quand on met en place des protocoles logistiques pour que les flux physiques se passent d'une bonne façon, hein. Et bien là, il va falloir encore franchir une étape. C'est bien au-delà de l'EDI. Il va encore falloir franchir une étape parce que ça va impliquer ça va être ouais, impactant sur la vie du produit, mais la vie de votre processus aussi, la vie de votre business model. Mais ça va être aussi l'ouverture vers des possibilités en termes d'économie circulaire, ce genre de choses, hein. Donc, la donnée, pas tout à fait comme un outil, mais comme une matière à traiter et à rendre, à pré-mâcher quelque part, à digérer et à diffuser à bon escient pour amener de la lisibilité et la lisibilité. Je me répète peut-être, mais la lisibilité dans la supply chain, c'est plus de confiance, plus de possibilités de réagir en temps réel, quoi. Merci. Je rebondis sur ce que vous avez dit il y a un peu plus d'une minute. Vous avez dit qu'utiliser les données, ça implique aussi de veiller à leur sécurisation pour intégrer de plus petits acteurs. Est-ce que vous pouvez nous illustrer cela avec quelques démarches telles que celle de l'environnement Catena-X? Oui, Catena-X m'a frappé. J'avoue que je ne suis pas en contact direct avec Catena-X, mais avec plaisir, je vous relate ça parce que j'ai découvert ça lors d'une journée organisée par Galia. Galia, c'est le groupement d'aide aux liaisons dans l'industrie automobile. Donc, c'est une association qui est pilotée une fois par Stellantis, une fois par Renault. Et je me suis dit, ça caractérise vraiment bien quand même ce que une filière mature peut arriver à faire et ce qui peut être menant pour le commun des industriels. En fait, oui, dans cette problématique de sécurisation des données, euh, il faut déjà, premièrement, réfléchir à où on les met dans le cloud et c'est basé en particulier Catena-X sur Gaia-X, qui est une initiative d'un cloud souverain européen. Et l'idée fondamentalement, c'est de se positionner, ouais, de se construire comme un réseau de réseaux. Un petit peu comme l'environnement Android ou l'environnement Apple ont permis avec un certain accès à la programmation des applications, ont permis de développer tout un tas d'applications dans un espace qui a ses règles, qui permet de la monétisation. Eh bien, on peut imaginer, et en tout cas c'est la volonté. Alors, c'est un consortium qui est mené au départ par l'Allemagne, mais qui s'ouvre largement et dont fondamentalement l'idée c'est d'être ouvert. C'est-à-dire que quiconque souhaite, voilà, pas tous les détails en tête, mais quiconque souhaite activer certaines applications va pouvoir se connecter à cet espace, ce réseau de réseaux Catena-X et accéder, comme on accéderait à des applications dans son smartphone, à accéder à des solutions sécurisées. Alors j'imagine que bien derrière tout ça, il y aura un moyen de rémunérer le modèle parce que le modèle va apporter de l'interconnexion entre les données, de l'interconnexion sécurisée. Et ça sera des applications que vous pourrez ouvrir qui vont vous donner la possibilité d'aller vers ce qu'on appelle, par exemple, un travail sur le capacitaire, hein. Ça, c'est parmi les use cases et les objectifs qui se sont fixés. L'économie circulaire, dans la mesure où un certain nombre d'options offertes par différentes PME de la même filière pourront être partagées. On pourra
on peut imaginer que les flux de retour euh, pourront être mieux exploités entre différentes PME pour chacun récupérer des pièces d'un véhicule, par exemple, et les recycler dans différentes perspectives. La traçabilité aussi, on avait mis beaucoup d'accent sur l'aspect blockchain ces dernières années. On imaginait que ça allait tout révolutionner rapidement. Oui, mais dans quel espace cela doit-il être fait? Est-ce que c'est des initiatives individuelles ou plutôt dans le cas des supply chain, là, la traçabilité des pièces détachées pourront s'appuyer sur des applications qui activeront des capacités, voilà, je traduis comme ça, des capacités de blockchain pour euh, l'évolution d'un produit, d'une traçabilité d'un produit à travers une filière. Euh, on voit aussi la possibilité de mener à travers cet espace de l'analyse de problèmes et des boucles d'analyse sur la qualité ou aussi euh, tout ce qui est impact carbone et, euh, et les optimisations dans cette perspective-là. Donc, c'est encore tout à fait récent, mais on verra si c'est pas trop enclin à être freiné par des problématiques de standardisation, parce que là, il faut bien comprendre que le cloud, OK, c'est à peu près standardisé, Gaia X, ensuite, derrière, les applications, il faut qu'elles soient ouvertes et accessibles. Dans quelle mesure il y a des filières qui développent des solutions concurrentes. Euh, c'est toute la question, mais en tout cas, on comprend, enfin, il m'a semblé comprendre là que on était passé à un stade bien supérieur, qui était aussi la condition sine qua non pour que ce que l'on connaît au niveau individu, consommateur, donc toutes ces applications, tout cet Internet des objets que l'on peut utiliser. On peut avoir température de sa piscine à distance. Voilà, ça sert peut-être à rien, mais euh, on exploite donc des capacités qui sont sur des technologies maîtrisées avec des données qui circulent. Mais ce que l'on n'a pas ou qui nous gêne moins dans cette approche vis-à-vis des individus que nous sommes, c'est euh, la, la- les autres exploitations qui se sont faites des données que l'on laisse quand on fait ce genre d'usage. Dans un business model B2B, business to business, les choses ne vont pas comme ça. Nous, consommateurs finaux, on se console ou je ne sais pas, on s'autorise à utiliser tout un tas d'applications, à commencer par les applications de messagerie ou des applications qui sont sur des objets IoT avec des systèmes de gestion qui ont été fabriqués dans différents pays, hein, sur lesquels on peut on peut se dire que les règles de gestion des données, de respect de la vie privée ne sont pas les mêmes, hein. Donc, tout un tas de pays, on est quand même les plus exigeants, je pense, dans le monde au niveau du RGPD. Bon, on utilise quand même ces produits on ne sait pas trop ce qu'ils font de nos données. Et ça, on sait donc toutes les capacités qui sont possibles à travers l'exploitation de ces données-là. Et ça nous offre quelques services un peu particuliers, comme j'évoquais avec cette histoire de thermomètre connecté pour prendre la température d'une piscine. Mais dans l'industrie, il faut sécuriser les choses. Et donc, Catena X, pour moi, ça va être un élément clé dans le domaine de la supply chain. Si on veut apporter de la résilience, de la confiance, de la réactivité, il va falloir encore continuer à aller plus loin dans le partage des données. Et on a atteint un certain niveau. Euh, on a des ERP qui sont qualifiés pour fonctionner dans une filière. C'est aussi ce qu'a fait Galia dans l'automobile. Ça, c'est récent, ça fait 3 4 ans. Donc, vous voyez, on pouvait se dire qu'ils pouvaient se parler entre eux facilement, mais apparemment, ce n'était pas le cas. Euh, et pour aller au stade supérieur, pour aller faire du supply chain event management, on évoquait ce principe où un fournisseur transmet une advance shipping notice, donc une information, une pré-information de transmission, de l'avancement sur une commande et de transmission physique des produits. Ça, c'est un élément sur un jalon, mais on peut imaginer avoir beaucoup plus d'éléments dans la chaîne, des jalons plus fins.
et même remontant au fournisseur du fournisseur, si une certaine lisibilité et traçabilité amont est demandée. On peut imaginer que ce soit des services qui soient apportés dans le futur et qui permettent d'aller encore plus loin dans l'anticipation et la résilience des supply chains. À ce moment-là, il faudra aussi avoir la capacité de réagir, et c'est dans ça que des plateformes comme Catena-X, qui offreront aussi une certaine partie de fonctionnalités de place de marché, offront des alternatives sécurisées avec la garantie que des formats de pièces pourront se substituer. J'ai discuté avec des gens d'un fabricant constructeur automobile français. Oui, ils ont fait de la gymnastique pour trouver des substituts et encore ils le font pour continuer à faire tourner leurs usines, en particulier sur des composants électroniques. Donc, il y a une rarification des composants électroniques et il y a certains qui jouent avec ça et les composants sont remis à disposition, sont pas vendus, plus autant vendus directement même pour ces constructeurs qui peuvent représenter, ou pas toujours représenter un point important, mais ils passent par des places de marché parce qu'il y a un effet levier sur les prix, sur les marges. Bon, ben, ça, il faudra peut-être que la filière prenne la main là-dessus et sa propre place de marché pour faciliter les choses. Si elles sont facilitées, il y aura peut-être des marges qui sont prises au passage, parce que les intermédiaires prennent des marges pour la valeur ajoutée qu'ils apportent, mais il y aura de la flexibilité et de la réactivité. Donc, on peut imaginer que le modèle se développera dans le sens où on a besoin de ces résiliences, de cette réactivité pour servir les clients finaux. Donc, il y aura un coût, mais voilà, un exemple de ce système de système, ce réseau de réseaux qu'on peut imaginer voir en place. Donc après, pour les supply chain managers ben, ou les jeunes, c'est des choses peut-être un peu abstraites, euh, mais c'est des enjeux très réels, quoi. On peut imaginer, on peut peut-être comparer ça à la différence entre la banque des années 80-90 et puis tous les produits complexes qu'on a dans les finances aujourd'hui. Eh ben, voilà, il y a des enjeux plus, plus techniques, plus globaux. Euh, et il faudra quand même comprendre la supply chain au départ. Donc, peut-être des métiers un peu particuliers, des dérivatifs dans les métiers de la supply chain pour appréhender tout ça. Peut-être que ce sera les métiers de l'informatique mais bon, on voit bien apparaître des data officers et ce genre de choses. Donc, c'est assez proche de la supply chain. C'est des métiers nouveaux qui arrivent à mon sens là. Merci beaucoup. J'ai une dernière question sur un autre volet qui va certainement évoluer aussi, le volet managérial. À votre avis, comment anticiper sur les ruptures des attentes au niveau du management? Est-ce que vous pourriez nous dire ça en quelques mots, s'il vous plaît? Les ruptures des attentes. On se place du côté managérial pur là, du coup, hein. Mhm, oui, tout à fait. Et on fait la connexion avec les données ou c'était... parce que pour moi, il y a quand même une connexion avec cette foisonnement de données. Euh, et Ouais, si je ça vous caract- paraît pertinent, oui, oui, allez-y. ça me paraît dans un certain sens pertinent dans la mesure où avant, faire simple, c'était tout un chantier que de capter des données, les traiter, les faire passer par un système informatique. Là, les solutions avec les applications, vous le voyez bien, quand on utilise notre smartphone, vous-même, vous avez accédé à des fonctionnalités qui avant nécessitaient un développement très important et même des choses qui sont accessibles en open source. Ça me fait penser aussi à tout ce qui est outils no-code. Dans le principe, copie en colle, je copie et je colle des blocs et je m'automatise le traitement de mes mails pour aussi, j'ai un volet roulant électronique qui déclenche une alarme, j'automatise l'envoi d'un message. C'est des choses qui sont fournies par des fournisseurs d'alarme, mais c'est des choses qu'on peut arriver à faire maintenant. Quand on se projette dans l'entreprise et quand on pense à ce que ça peut donner au management, ben en fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de liberté, de, de décentralisation des pouvoirs avec les données qui émergent du niveau très opérationnel. Ce sont ceux qui vont être en contact, ceux qui sont en contact des données vont pouvoir faire tout un tas de choses avec eux. Et l'information, c'est le pouvoir. Et donc, qu'est-ce qui va se passer pour les strates supérieures? Il va falloir assurer une cohésion de tout ça
parce que cette idée de management avec un certain pouvoir, etc., va être encore un peu plus cassée au-delà du simple. Et c'est un peu aussi ce qu'on vit avec toute cette accessibilité que l'on a pour le savoir à travers les tutos, etc., qui, voilà, on a l'impression que beaucoup de choses sont accessibles et transcrites avec des vidéos, des tutos, etc. C'est pas toujours vrai, mais une partie quand même l'est. Et du coup, le manager sachant euh, est souvent remis en cause. Et il doit se remettre en cause parce que ce qu'il sait évolue, d'autant plus que voilà, les combinaisons de solutions s'accélèrent. Donc la transformation numérique, pour moi, provoque une certaine rupture et une déconnexion du manager vis-à-vis d'une certaine information auquel il avait accès et qui lui donnait un certain pouvoir. Donc, il faut un repositionnement pour être dans celui qui ou celle qui va apporter de la cohésion euh, et qui va être moins sachant. Donc, c'est d'autres compétences. Et c'est à mon sens aussi ce qui est attendu par les jeunes, il me semble, c'est qu'il y ait des managers porteurs de sens, porteurs de cohésion, qui sachent aussi et qui ne savent pas tout, qui peuvent il faut aussi faire confiance à ce que même à travers des tutos, etc., enfin, les données, tout n'est pas, faut pas tout croire dans la donnée non plus brute de pomme. Il y a une expertise métier qui va permettre de relativiser les choses. Mais il y a aussi certains nombre d'analyse, une certaine intelligence qui peut se développer, il faut tester ça. Donc, celui qui va rester, comme le manager qui restait à pas utiliser son PC et qui continue à utiliser les services quelqu'un pour faire ses PowerPoint, voilà, va pas falloir rester non plus le manager ou la manageuse qui ne fait pas confiance aux données, n'accepte pas qu'il y ait des périmètres avec des certaines initiatives qui vivent parce que les données sont disponibles et les traitements peuvent être faits. Et du coup, les traitements, donc les décisions peuvent être prises. Alors, se voir revenir un peu moins de problématiques et d'enjeux stratégiques, ou alors les enjeux stratégiques vont se déplacer justement sur la cohésion et peut-être aussi sur le montage ou la participation à ces méga infrastructures, là, des réseaux de réseaux. C'est peut-être là que certains managers qui ont un poste un peu stratégique vont évoluer naturellement. Donc, pour moi, oui, il y a une certaine remise en cause du management euh, et c'est assez lié avec, ou en tout cas, euh, on va pas dire directement lié, mais renforcé avec cette transition numérique euh, que l'on voit au quotidien. Très bien, merci beaucoup. Je vais maintenant passer la parole à Audrey et Cynthia. Donc, Audrey, je te laisse la suite. Merci Clémence. Bonsoir Cynthia. Bonsoir. Euh, je vais d'abord vous laisser vous présenter un petit peu, présenter votre parcours de formation, votre entreprise et ce que vous faites actuellement dans cette entreprise. Très bien. Bonjour à tous. Donc, Cynthia Cavigno. Donc, en ce qui concerne mon parcours, qui est un petit peu particulier, j'ai été diplômée d'un bac STI, génie mécanique et productique. Et pour différentes raisons, je n'ai pas continué mes études et j'avais besoin de travailler tout de suite. J'ai été embauchée par l'entreprise Redex Group, qui est une ETI qui a été créée en 1949. Donc, c'est une société d'ingénierie européenne spécialisée dans le traitement de la bande métallique, d'une part, dans le laminage et de précision du fil, et aussi spécialisée dans les entraînements de précision pour des constructeurs de machines-outils. Festo fait d'ailleurs partie de nos fournisseurs. Voilà, donc on est vraiment là dans la métallurgie. Donc, je suis dans cette entreprise depuis maintenant 23 ans. Et durant 18 ans, j'ai eu un parcours très varié dans cette entreprise, qui est très à l'écoute de ses employés. J'ai eu beaucoup de chance, puisque j'ai eu différentes missions dans différents domaines qui vont être la gestion de stock, l'informatique, la comptabilité un petit peu, la métrologie,
euh, le magasin, ensuite les appros achats, l'administration des ventes et enfin l'amélioration continue de l'atelier. Donc, en ce qui concerne la supply chain, au niveau du groupe Redex, je la connais assez bien. Ensuite, j'ai eu la chance je suis actuellement responsable des achats au sein de l'entreprise Redex, et ce depuis 2020, puisqu'en 2019, j'ai suivi une formation en alternance à l'ESAP, qui est l'École supérieure des acheteurs professionnels, qui m'a permis d'obtenir le diplôme d'acheteur leader équivalent Bac+4. Et je gère actuellement une équipe de 7 personnes, achats, appro, sur les 2 sites français. Voilà pour le parcours. Merci beaucoup. Vous avez mentionné que Festo est l'un de vos fournisseurs. Donc déjà, qu'est-ce que vous fournit Festo et est-ce que vous avez d'autres fournisseurs et où est-ce qu'ils sont situés dans le monde? Alors, Festo fait partie de nos fournisseurs pour la partie laminoir et planage sur des composants hydrauliques. Euh, alors, pour nos fournisseurs, alors effectivement, nous, on tient beaucoup chez Redex à se fournir uniquement en France et en Europe. Ça a toujours été. C'est pas quelque chose qui a changé ces dernières années ou dû aux différents événements. C'est la stratégie de l'entreprise. Donc aujourd'hui, on se fournit essentiellement en France et en Europe. Et non, c'est vraiment quelque chose qui a toujours été, hein. Voilà pour la situation des fournisseurs. Ah, allez-y. Merci. Est-ce que ces fournisseurs-là, enfin ces matières premières-là, Alors vous là, imposent différentes contraintes aussi? Alors, du coup, je n'ai pas parlé des matières premières, hein. Là, on ne parle pas des matières Oui, premières, par exemple, chez Festo. Effectivement. Alors, nous, on est constructeur aussi chez Redex, c'est-à-dire qu'on transforme les matières premières. Par chance, on n'a pas de produits atypiques, de matières premières atypiques, exotiques, je dirais. Et on va consommer essentiellement tout ce qui est acier, fonte et aluminium. Donc, c'est des produits quand même qui ont connu effectivement des pénuries, mais qui sont quand même des matières un petit peu plus courantes, on va dire, dans le monde. Donc, on est sur ces produits-là. Aujourd'hui, je vais arriver à la question suivante, mais les contraintes qu'on a pu rencontrer sur ces matières premières, alors ce n'est pas les seules. Euh, Effectivement, comme le disait, je crois, Oussama, nous, on va acheter plus de 200 tonnes de matières premières par an. Donc, on est un des gros clients, quand même, des clients assez intéressants, en tout cas, pour les fournisseurs de matières premières. Donc, par exemple, la crise du Covid nous a permis d'être servis en premier. Donc, on a eu cette chance-là. Aujourd'hui, enfin hier, je vais dire, avant la crise de Covid et l'Ukraine, on peut dire qu'on était sur un horizon de 6 mois de stock de matières premières. Puisque nous, nos pièces transformées, hein, les plus longs délais, des pièces que l'on transforme, ça peut être 3 à 4 mois de délai pour fabriquer une pièce, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de transformations. Et donc, nos stocks de matières premières étaient déjà faits pour 6 mois. Aujourd'hui, effectivement, c'est des choses qu'on a été obligé de rallonger, puisque les contraintes essentielles étaient en termes de délai d'approvisionnement, même si on l'a plutôt bien vécu par rapport à des petites entreprises. Et évidemment, le prix. Le coût aussi a été un impact important. d'accord, merci. Est-ce que justement, vous mentionnez la crise sanitaire, mais il y a aussi actuellement un petit peu un impact énergétique aussi. Est-ce que ces différents épisodes ont influencé la manière dont les chaînes d'approvisionnement étaient pilotées? Alors oui, complètement.
Effectivement, comme je vous le disais, on était sur 6 mois de stock dans des années normales, sans catastrophe et sans événements particuliers. Aujourd'hui, on a revu effectivement tout cela. On a doublé notre stock, enfin, en tout cas notre temps d'appro. Comme le montrait le petit schéma d'Oussama avec on commande 2 semaines avant ou 5 semaines avant. Alors effectivement, il y a des calculs qui sont faits avec les coûts de stock. Euh, alors après, c'est des choix aussi, c'est des choix stratégiques hein, qui font que le coût va être plus important, mais alors on va aussi un peu effectivement imposer des pénalités de retard à nos fournisseurs, mais on a aussi nos clients qui nous imposent des pénalités de retard. Donc la décision peut être aussi, pour se différencier par rapport à la concurrence d'ailleurs, de dire, OK, on fait 1 an de stock, on a 1 an de stock, on saura répondre aux clients plus vite que nos concurrents. Il faut savoir que nous, on a des marchés de niche quand même, on est peu de fournisseurs sur le marché. Donc la différenciation, ça va être la qualité, évidemment, mais surtout aujourd'hui, les délais. Donc effectivement, au niveau des achats, nous, on a complètement changé notre façon de commander au niveau des appros, même, je dirais. Ça, c'est plutôt au niveau des appros. D'accord, merci. Est-ce que vous diriez, donc suite à ces changements, est-ce que vous diriez que vous avez trouvé là, un peu une stratégie qui convient actuellement à l'entreprise et qui permet son bon fonctionnement, ou est-ce qu'il y a encore des risques de rupture d'approvisionnement aujourd'hui? Alors, je dirais que les appros, les achats ne sont pas sécurisés à 100%. Ça, je ne peux pas le garantir. Euh, alors nous, les gros changements qu'il y a eu chez Redex, en tout cas pour le service achat, c'est qu'on a quand même embauché 2 personnes en 5 ans. Alors pour plein de choses. Déjà, on a complètement changé notre stratégie achat, pardon, parce qu'on a voulu améliorer notre process achat. Parce qu'on voulait être beaucoup plus efficient. C'est-à-dire qu'à l'époque, alors on sous-traite de plus en plus aussi dû à une pénurie on a du mal à trouver des employés pour fabriquer, pour être dans les ateliers et surtout répondre à un surcroît de travail dans nos ateliers. Donc, on a aussi beaucoup augmenté notre volume de sous-traitance en termes de fabrication, d'usinage. Donc, on a un acheteur qui est spécialisé dans ce domaine, qu'on a dû embaucher, qui est spécialisé dans ce domaine, qui est accompagné d'un technicien et qui part en prospect, en fait. On a changé notre façon de qualifier, voilà, qualifier de nouveaux fournisseurs. Donc, on doit élargir notre panel, on avait aussi des soucis sur les monosources. Donc ça, enfin, c'est pas du tout. Oui, il fallait absolument sécuriser ça. Donc ouvrir le panel, mieux qualifier les fournisseurs, sélectionner les fournisseurs et, et de ce fait être beaucoup plus efficient. Déjà donc être très réactif lorsqu'on a une machine en panne, lorsqu'on a un fournisseur qui n'arrive pas à nous fournir les pièces voulues. Et voilà ce qu'on a pu faire, oui, complètement changer dans nos stratégies au niveau des achats. Voilà. Merci beaucoup pour ces échanges, Cynthia, et ces informations. Je Merci. vais maintenant repasser la parole à Clémence pour prendre les questions des internautes. Alors, il y en avait une auquel je crois Clémence et Oussama ont répondu, une question de Yanis sur les formations que l'IMT proposait. Alors moi, entre-temps, j'ai reçu aussi 2 questions parce que ce soir, il paraît que c'est soir de match, il paraît que c'est encore des soirées d'intégration. Donc, j'ai particulièrement Antoine et Laura qui se sont excusés de leur absence et qui m'ont envoyé chacun une question. Alors, Antoine, c'était quel rôle jouent les technologies telles que l'Internet des objets et l'intelligence artificielle dans la gestion de la résilience de la chaîne d'approvisionnement?
Et après, je vous parlerai de la question de Laura. Donc, je ne sais pas qui a envie de répondre à Antoine sur l'intégration des technologies pour mieux appréhender finalement ce facteur résilience de la chaîne d'approvisionnement. Je peux peut-être commencer par donner quelques éléments et Nicolas a beaucoup parlé de données, donc il pourra peut-être parler de la partie IoT. Euh, alors, donc c'est comment l'Internet des objets et l'intelligence artificielle peuvent en gros contribuer à la résilience. Je pense qu'il y a plusieurs éléments dans ce que j'introduisais au tout départ. Je parlais des technologies utilisées pour du coup diagnostiquer la résilience. Et je pense que, notamment si on parle d'intelligence artificielle, on va pouvoir, c'est des éléments qu'on va intégrer dans la partie du diagnostic, notamment. Pas uniquement, mais c'est principalement voilà, quand même que je trouve, j'ai l'impression que le plus gros des efforts à ce niveau-là est réalisé. Et en général, ce que ça peut venir, c'est venir en complément des outils existants, c'est-à-dire que parfois, on ne sait pas toujours modéliser des, des systèmes, on n'est pas capable de les modéliser mathématiquement. Et il existe des systèmes d'apprentissage, un peu comme par exemple on entraîne, vous avez déjà eu des systèmes de reconnaissance d'images, où les captcha, quand vous devez les faire sur Internet, en fait, c'est pas, on peut entraîner une partie entraîner légèrement à la main, mais ensuite, il y a une partie entraînée automatiquement. Et ces systèmes, en fait, bah, ils apprennent. Ils apprennent. Et on va pouvoir faire la même chose. En fait, on va pas exactement savoir quel va être le modèle derrière, mais on va pouvoir entraîner pour aider à comprendre ou plutôt à modéliser un système qu'on ne comprend pas tout le temps. Donc il y a cette partie-là. Après, dans l'intelligence artificielle, on va avoir énormément de choses différentes. Donc je fais toujours méfiance sur l'utilisation du terme intelligence artificielle, parce que parfois des outils de simulation, d'optimisation, etc., on va aussi également les rentrer dans le domaine de l'intelligence artificielle. Mais clairement, de plus en plus d'outils technologiques digitaux, dont l'intelligence artificielle, vont être utilisés pour faire des analyses de résilience, diagnostic, etc. Et après, l'IoT bah, elle va beaucoup permettre de collecter de la donnée. Donc, il y a l'aspect, j'avais parlé d'un aspect de communication et de collaboration. Alors là, peut y avoir de l'IoT sur du tracking de produits, du tracking de transport, par exemple. Alors je sais que si je peux parler d'un projet, on avait un projet de recherche justement sur des systèmes de tracking de containers maritimes et du coup d'essayer d'anticiper leur progression géographique et dans le temps et d'analyser, de prévenir des risques associés à la date d'arrivée au port du conteneur maritime. Donc voilà, il peut y avoir plein de projets autour de ça et du coup, il y avoir de l'apprentissage sur les données collectées. Je dirais que si on doit faire un lien entre les deux, on peut avoir ce lien-là. Après, c'est que quelques exemples, il y a énormément de choses qu'on pourrait aborder sur ce sujet-là. Parfait, merci beaucoup Raphaël. Et du coup, on passe à la question de Laura qui nous demandait comment la durabilité peut-elle être intégrée dans la stratégie de résilience de la chaîne d'approvisionnement? Alors, je ne sais pas qui a un élément de réponse sur ce facteur de durabilité. Qu'est-ce que ça veut dire facteur de durabilité? Peut-être elle n'est pas là, donc du coup, pour pouvoir élargir ou préciser sa question. En tout cas, je me demande si c'est pas finalement par rapport à l'aspect un petit peu prise en compte aussi finalement de l'enjeu de la transition écologique, hein, comment finalement on intègre aussi dans la gestion des chaînes d'approvisionnement ce facteur de la durabilité, ce facteur en tout cas oui, de limiter un petit peu les impacts sur l'environnement dans le traitement, dans la gestion de ces chaînes d'approvisionnement. Il y a par exemple, maintenant on voit de plus en plus quand on regarde les indicateurs de performance, ou pour optimiser, si je reviens au problème de tout à l'heure, la commande d'un vélo. Avant, on regardait souvent comme indicateur le coût d'achat, les coûts de stockage et les finalités. Maintenant, on voit de plus en plus d'autres indicateurs de performance comme la consommation d'énergie ou les émissions de CO2. C'est ça. Donc, on voit de plus en plus des modèles mathématiques qui intègrent ces indicateurs de performance
dans l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement. Actuellement, je travaille sur un projet avec le MAS des agriculteurs. C'est une coopérative sur Nîmes. Ils ont des problèmes liés aux approvisionnements fruits et légumes pour répondre aux commandes des collectivités locales. Et comme indicateur de performance, c'est de minimiser les distances parcourues par les fruits et légumes. Donc, on intègre ces indicateurs-là. Ils sont des indicateurs qui peuvent éliminer pas mal de fournisseurs et du coup s'orienter vers la production locale, c'est-à-dire des producteurs locaux qu'on va essayer de les rendre plus compétitifs sur certains indicateurs pour qu'ils puissent travailler et fournir des produits à bas coût. Bonne illustration. Pour moi, ouais, c'est vraiment l'élément clé, les indicateurs, parce que de toute façon, c'est ce qui permet d'accompagner les décisions. Et du coup, intégrer ça, ne plus s'intéresser que exactement comme l'a dit Oussama, ne plus s'intéresser uniquement à la partie coût et à la partie service client, tout service au client, mais intégrer là-dedans tous les indicateurs ou un ensemble d'indicateurs associés au développement durable, tout simplement, que ce soit des émissions de CO2, des consommations énergétiques, etc. Et derrière, du coup, les prendre en compte, pas simplement les afficher, mais réellement les prendre en compte dans nos décisions. C'est-à-dire être capable de se dire, bah, finalement, l'impact CO2, par exemple, si on prend que cet indicateur-là, est tellement fort par rapport à une décision que même si ça là, ça permet de réduire un peu les coûts ou d'améliorer un peu notre service client, bah, on pourrait quand même prendre la décision, cette décision-là, malgré ses impacts négatifs, entre guillemets, sur les bénéfices et l'image de l'entreprise, mais pour avoir un bénéfice sur la partie DD. Donc, Qui impose finalement de faire de nouveaux arbitrages avec ces indicateurs dans les oui, bien choix. sûr. Mm. Bien sûr. Il Mais y a pour pouvoir aussi faire ça. il y a aussi la politique dedans. Mm. Je vois ici au niveau de la région Occitanie, si je prends la ville de Nîmes, où les collectivités locales, ben maintenant, elles exigent des produits locaux avec tout ce qui est émissions CO2, nombre de Carbone. kilomètres parcourus. Donc ça, en fait, même si financièrement, ça ne vaut pas le coup, dans ce que j'appelle nos modèles mathématiques, eh bien, maintenant, on intègre ces informations-là ou ces contraintes-là sous forme d'indicateurs à respecter. Ils veulent, par exemple, que on dispatche les commandes des fruits et légumes sur des petits producteurs locaux. Donc, il y a plusieurs leviers, en fait, mathématiquement, on peut les intégrer dans les modèles d'aide à la décision qu'on peut ensuite coupler avec d'autres modèles issus de l'intelligence artificielle pour pouvoir aider les décideurs à proposer des solutions pour respecter des contraintes financières, durables, etc. Donc, on voit finalement que malgré la complexification de la gestion finalement de ces chaînes d'approvisionnement, grâce finalement à ces outils, à ces nouvelles technologies, on arrive comme à développer des modèles pour faire un petit peu plus de prévisibilité en cas de phénomène un petit peu d'incertitude qui serait amené à se présenter finalement. Donc, on arrive peut-être grâce à ces outils, à mieux les maîtriser, vous diriez? Oui, ce qu'il disait Raphaël tout à l'heure, le projet sur lequel il travaillait, avec les capteurs pour avoir les données en temps réel des produits qui sont en route. Nous, à Minales, on va travailler dessus, mais avec les agriculteurs. C'est-à-dire, lui, il s'engage, par exemple, d'ici un an à nous fournir 10 tonnes de pommes de terre. Avec le temps, mais il nous fournit des informations en temps réel pour nous dire, attention, sécheresse, des restrictions d'arrosage, des maladies, etc. Donc, on estime en temps réel les quantités produites. Donc, du coup, ça peut nous aider à mieux anticiper les incertitudes.
Donc, beaucoup d'évolution au final, finalement, dans l'appréhension un petit peu des évolutions de cette supply chain. Et du coup, nous arrivons quand même au terme de ce live. Donc, moi, je voulais, avec nos étudiants, vous remercier tous et toutes pour votre participation, vos explications qui nous aident sûrement un petit peu à mieux comprendre ce facteur un petit peu d'incertitude, de complexité dans la gestion de ces chaînes d'approvisionnement et comment les entreprises finalement cherchent à sécuriser par différentes stratégies leur approvisionnement pour faire continuer quand même les activités de leurs entreprises. Donc, merci à tous. Et avant qu'on se quitte, je voulais aussi vous donner rendez-vous pour le live du mois prochain, le 26 octobre précisément, qui sera exceptionnellement un live hybride puisqu'on sera en direct du SAP Experience Center à Levallois-Perret pour parler de la transformation digitale des systèmes industriels et leur impact sur les métiers. Est-ce qu'on va vers une nouvelle ère de la production, là où on introduit aussi finalement toutes les nouvelles technologies qui bouleversent la manière un petit peu de produire. Et on le fera donc auprès d'un démonstrateur industriel qui s'appelle Axel. Donc voilà, ce sera là aussi une émission intéressante puisqu'on sera au pied de la machine quelque part et on verra en direct comment tout ça fonctionne. Voilà. Alors un grand merci encore à vous tous. Et puis écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Avec plaisir, bonne soirée. Merci. Merci Merci, beaucoup. bonne Bonne soirée à tout soirée. le monde. Si, bonne soirée, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.